Get ready for the medieval. Now come on, sport. Waouh. Nous avons avec nous Amandine Mohamed, Grégory Muller, allez, pour les intimes, c'était Greg, et Bertrand Fenot. Merci à vous d'être là ce soir, aujourd'hui, avec Comme un sport. Je voudrais aborder avec vous la question qui revient assez souvent dans mon travail. C'est est-ce que le marketing sportif est le talon d'Achille du sport français? Est-ce que quelqu'un peut déjà répondre à cette question? Et ensuite, j'orienterai avec des questions un peu plus précises. Honneur aux femmes. C'est ce que j'allais dire. Bravo, hein. Bel esprit. Donc le marketing sportif, talon d'Achille oui, moi je pense qu'effectivement, en tout cas en France, le marketing sportif du coup, a du mal à se développer, même s'il est en pleine expansion. Mais effectivement, il est quand même en plein développement, et aujourd'hui et depuis quelques années, du coup, il y a de plus en plus d'actions et de méthodes qui sont mises en place autour du marketing sportif. Donc, je pense que c'est en plein développement. Justement, Bertrand, là, on est chez toi, hein, je te tutoie, on est à la maison. Oui. Le marketing en France, à l'heure actuelle, par rapport à ton expérience, parce que c'est vrai que dans le foot, c'est une expérience différente qu'on peut voir au hand ou voir au tennis. Quelle est, selon toi, ton expérience par rapport à ce marketing, et quelles sont les actions qui sont vraiment mises en place pour se différencier des autres sports? Alors, je ne sais pas si on se différencie des autres sports. Après, oui, le foot est le sport numéro 1 en France. Oui, le marketing sportif est une industrie très rentable et très importante pour des clubs comme les nôtres. Clairement, dans le budget d'un club, heureusement que nous avons le marketing sportif, et plus généralement, moi je me dis la partie commerciale, parce que le marketing c'est bien, mais la partie commerciale c'est encore mieux. Et donc, comment on se différencie, je ne sais pas. On essaye tous de travailler de notre façon. En tout cas, nous, l'objectif c'est vraiment de pouvoir essayer de répondre à la demande de notre client qui évolue sans cesse. Donc le marketing, oui, en ce sens. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'il y a 10 ans. L'objectif, c'est vraiment de répondre le plus possible, de mieux connaître nos supporters, nos fans, de pouvoir répondre à leurs attentes de la meilleure manière possible. C'est comme ça qu'on les attirera dans un stade, c'est comme ça qu'on les attirera devant la télé. Et c'est comme ça qu'on continuera à faire évoluer aussi les revenus de notre club. Donc voilà, il n'y a pas de méthode à proprement parler pour le football. Je pense qu'on travaille tous pareil avec des stades qui sont peut-être un peu plus grands dans le football. Donc on travaille forcément différemment, parce que pour faire des matchs complets ou enfin en tout cas des huis clos, c'est compliqué. Mais en tout cas, on travaille tous d'une manière un peu similaire, je pense, en fait, Greg. Greg, yes. Toi, bien sûr, t'es dans le hand féminin, c'est un peu plus particulier, on va dire. Mais moi, j'ai pu observer le travail qui a été fait depuis ces 2 dernières années. C'est extraordinaire ce que tu as pu apporter sur le plan marketing au sein de ton club. Est-ce que tu peux nous en parler? Et surtout, quelle est l'expérience que tu as voulu apporter en plus en arrivant au Metz Handball? Alors en plus, je ne sais pas si on a raisonné en plus, on s'est surtout mis à la place des clients, que ce soit aussi bien les professionnels que le grand public, et on a voulu se dire, voilà, qu'est-ce qu'on vient chercher comme expérience? Le principe du marketing tel qu'on le vit, je pense que ça soit au tennis, au foot, au hand, au basket, etc., c'est ce qu'on appelle chez nous en interne la fan expérience. C'est aujourd'hui, il faut décorréler le sportif du business. Les gens aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons, c'est ce qu'on voit dans les pays allemands, ils ne viennent pas juste voir un événement sportif. Ils viennent passer une expérience en famille, entre amis, entre collaborateurs, et c'est ce qu'il faut absolument réussir à décorréler le plus possible. Nous, aujourd'hui, c'est ce que l'on fait systématiquement. On essaye de trouver des animations, on essaye de faire venir les gens plus tôt. On l'a fait la dernière fois quand on a joué le match exceptionnel contre Győr. On a scénarisé aussi quelque part l'entrée des joueuses sur le parvis des arènes avec un tapis rouge. Ils arrivaient en bus. Léa Lacom a travaillé le système avec le drone pour qu'on donne des belles images aussi aux gens, de telle sorte à ce que les gens s'imprègnent de l'état d'esprit, en fait, du produit, entre guillemets, Metz Handball. On est une salle, il y a un animateur, il y a un disjockey. Voilà, on passe un bon moment ensemble pour supporter une équipe, s'identifier à des couleurs, s'identifier à des valeurs. Ça, c'est aussi important. Et c'est, ce travail un peu d'humilité, de remise en question, doit être un de nos cœurs de réflexion systématique, quoi. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, quoi. Et justement, cette fan expérience, tu en parles, enfin, vous en avez quasiment tous parlé.
Aujourd'hui, beaucoup de clubs cherchent à être propriétaires de leur enceinte, leur stade. Pour quelles raisons? Moi, j'ai mon idée, hein, mais je vous pose la question de manière aussi que vous apportez un éclaircissement sur pourquoi devenir propriétaire et le lien éventuellement avec la fameuse fan expérience. Alors le pourquoi, je sais pas, Bertrand sera J'allais peut-être... dire, Bertrand peut peut-être un peu plus nous en parler. Plus au du sujet coup. que nous. Moi, ce que je peux en parler, c'est que par rapport à notre relation, nous, à l'outil qu'on utilise, c'est les arènes. On est un locataire permanent. Et dans le mot, il y a locataire. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté montage, démontage. On n'a pas les espaces qui sont forcément toujours mis à disposition. On a un travail qui doit se faire aussi autour des buvettes, des installations, etc. Et après, il y a un ratio économique. Et je pense que là, Bertrand est beaucoup plus à même de parler que nous sur le sujet. Oui, on est propriétaire de notre stade, en effet, grâce à un bail amphithéotique de 50 ans. C'est tout récent, ce qui nous a permis aussi de construire cette tribune sud et de pouvoir améliorer les conditions d'accueil, etc. Donc oui, il y a deux choses. Un, nos conditions de travail, forcément, en étant chez nous, contrairement à Metz Handball ou à l'Open de Moselle, avec les démontages, le montage, etc., c'est moins compliqué. On est chez nous. Et puis surtout, c'est pour avoir des revenus supplémentaires. Clairement, à un moment donné, nous, on va pouvoir exploiter notre stade 365 jours dans l'année et pas uniquement les 19 matchs à domicile. Donc c'est pour ça que le président a décidé de construire cette tribune multifonctionnelle avec de multiples activités en dehors des jours de match. Et puis ce qui nous permet aussi, toujours avec une vision pour le sportif, pour l'équipe, pour le club, de pouvoir dérisquer aussi les aléas sportifs. Parce que voilà, le monde du sport reste incertain, alors que toutes les activités qu'on va pouvoir mettre en place avec cette tribune et ce nouvel outil multifonctionnel, ça nous permet de pérenniser certains revenus et donc toujours aussi pour pouvoir réinjecter dans le club par la suite. Je pense que justement, vis-à-vis de la culture sportive française, posséder son stade, je pense que le grand public ne comprend pas forcément l'intérêt que ça peut avoir pour le sport. Moi, je reviens de suite, je reviens il n'y a pas très longtemps des États-Unis. J'ai halluciné comment les clubs exploitaient leur stade. Quand je parle d'exploitation, ça va de l'accueil des VIP, l'accueil du grand public. Donc, toute l'expérience qu'on a, ne serait-ce qu'en rentrant dans le stade, mais surtout, tout ce qui est la restauration. Il y avait des restaurations à l'intérieur même des stades. Il y a un exemple pour moi qui est flagrant, c'est Tony Parker. Ah bah. Tony Parker, aujourd'hui, il a une carrière que tout le monde connaît, connue, reconnue. Il vient en France, il rachète un club. Une des premières décisions qu'il prend, c'est de construire sa propre salle. Voilà. Je pense que quand on dit ça, on a tout dit. Il sait très bien l'importance qu'a une salle aujourd'hui dans un environnement global et dans un marketing commercial, sportif, environnemental et tout ce que ça apporte. Il l'a vécu, il sait ce que ça apporte, je pense aussi bien sportivement à l'équipe, d'avoir des gens qui s'identifient à des couleurs et des valeurs, et en termes de business pur. Le business, moi je pense qu'en France, c'est la mentalité aussi qui... Voilà, je voulais revenir je pense là-dessus, que c'est vraiment ça, la différence avec les États-Unis notamment, c'est que je pense qu'en France, la mentalité fait que le grand public n'est pas prêt à parler de... Enfin, n'est pas prêt, on l'entend, mais parler de business. Le business sport, ça fait toujours peur. Exact. Les mentalités, du coup, sont en train de changer. On le voit, et notamment avec l'exemple de Tony Parker. C'est vrai que ça, c'est vraiment... il a même, je crois, construit une académie. Voilà, donc c'est vrai que du coup, on le voit, ça se fait, ça se développe, mais je pense que c'est vraiment... c'est vraiment la mentalité en France, même si ça se développe, effectivement. Même on peut parler des kiss cam ou des dance cam, des choses comme ça. Aux États-Unis, c'est la folie, ça fonctionne. Mais en France, je ne suis pas sûre qu'on fasse preuve d'autant d'autodérision et qu'on soit prêt encore à être filmé et à devoir faire toutes ces choses-là. Donc, même si je sais qu'il y en a qui le mettent un peu en place, donc on va laisser Greg parler de cette expérience. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça se met en place au fur et à mesure dans le sport quand même. Nous, ça se fait. Alors, ça se fait. Je pense que c'est aussi peut-être plus simple que de le faire dans un sport d'intérieur que dans un sport d'extérieur. Il y a pas mal de choses aussi en termes d'animation qu'on peut faire de façon différente. Et il y a des clubs qui le font. On le voit dans le hand féminin, dans le hand masculin. Le H travaille très bien à Nantes. Limoges travaille de mieux en mieux. En fait, il y a des prises de conscience dans les clubs. Ce qui change aussi beaucoup, c'est les présidents. Les présidents, aujourd'hui, doivent prendre conscience que nos métiers sont des métiers qui sont importants en parallèle du sportif. On est dans des jobs systématiquement où le plus important reste le sportif et restera toujours le sportif. Par contre, tout ce qu'on peut apporter, nous, à côté, va aider à consolider de tout ce qu'il y a autour de ces sports que l'on fait tous individuellement. Donc, certains clubs dans des sports d'intérieur le font de plus en plus et ça fait du bien, en fait, et ça pousse les autres à devoir se réinventer, à devoir trouver des solutions. Nous, aujourd'hui, dans le hand féminin, on a un palmarès qui sera inégalé et jamais personne pourra se rapprocher de nous. Par contre, on a des clubs qui nous poussent
à devoir trouver des nouvelles stratégies, à devoir consolider nos fans. Et ça, c'est très bien pour le hand féminin en globalité. Et donc, ça va être pareil pour le tennis. Je pense que Roland Garros, ça fait aussi des améliorations. Les stades de foot, aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs qui deviennent propriétaires et qui mettent des couleurs. Il y a des exemples. Les Lens, les Saint-Etienne, etc. On avait beaucoup de retard, c'était aussi au niveau culturel et au niveau infrastructure. Ouais, exactement. On commence à rattraper notre retard au niveau des infrastructures, en tout cas je parle au moins dans le foot. Quand on voit les nouveaux stades, Bordeaux, Lyon, Lille, maintenant notre nouvelle tribune, sans parler de Marseille, Paris, c'est dans les médias en ce moment, qui veut absolument racheter son stade pour pouvoir l'agrandir, y faire ce qu'il veut aussi pouvoir travailler tout au long de la saison et tous les jours de la semaine dedans. Voilà. Et après, il y a encore une fois tout ce qui est culture américaine, le côté show, le côté spectacle, où je pense que toutes les ligues y travaillent. En tout cas, nous, à la Ligue de football professionnel, on a des rencontres assez régulières là-dessus pour que tous les clubs s'y mettent. Après, tout n'est pas transposable. Tout n'est pas tout transposable. Ça, c'est vrai. C'est très important parce que nous, on a été suivis par un Américain à la Ligue, on a été club pilote avec quelques clubs de Ligue 1 à l'époque. Clairement, il y a des très bonnes idées à prendre et ce qu'on essaye de faire. Petit à petit, nous, il fallait absolument déjà ce stade, cette nouvelle infrastructure, cette LED, qui nous permet de faire des shows lumineux, qui permet de faire des spectacles. Julie vous en parlera tout à l'heure, tout ce qu'elle est aussi en train de mettre en place par rapport à ça. Mais voilà, tout n'est pas tout transposable, puisqu'ils arrivent avec des choses très précises sur la billetterie, les guichets fermés, etc. Encore une fois, les mentalités sont quand même pas les mêmes et il faut y aller par petites touches. Mais justement, il y aller par petites touches. Moi, je voulais parler aussi des pouvoirs publics parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tous les bonnes idées. Il y a les bonnes idées en France, notamment quand je vois l'histoire du PSG pour avoir sa propre enceinte, c'est assez complexe. Après, je rentre pas dans les détails. Je vois qu'il y a beaucoup de clubs, notamment il y avait Lyon qui avait eu du mal justement à obtenir les droits pour pouvoir construire. Je me demande si à un moment donné, on n'est pas, enfin, le marketing sportif français n'est pas aussi freiné par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est une question que je voudrais vous poser. Ou de quelle manière ou pas. Enfin, je sais, je ne vais pas vous mettre à dos. Pouvoir public, oui, et financement surtout. Oui, voilà. Pour créer un stade, ça coûte des centaines de millions d'euros, surtout à Lyon. Et puis ensuite, les banques, elles restent frileuses. Ça reste du sport. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut leur prouver par A plus B qu'avoir son propre stade va permettre de rentabiliser beaucoup plus vite, parce qu'ils ont encore l'image, en tout cas toute la partie bancaire, et encore l'image du foot risque. Sauf que quand on a son stade, ce que je disais tout à l'heure, on essaie de dérisquer ça. Donc voilà, il faut aussi que ça rentre dans les têtes de ceux qui nous aident financièrement. Voilà. Et puis la culture, parce que généralement, une enceinte sportive appartient généralement au pouvoir public initialement. C'est vrai que souvent, c'est les collectivités qui ont les enceintes sportives. Donc, ça fait partie de leur patrimoine culturel, entre guillemets, et sportif. Donc, il y a aussi, du coup, cet attachement des pouvoirs publics de se dire que c'est aussi leur enceinte sportive où ils vont aussi, eux, accueillir, organiser d'autres événements. Et souvent, du coup, les clubs sont locataires, effectivement, utilisent, mais pas que. C'est pas généralement, je pense que Greg peut aussi nous parler de ça, parce qu'effectivement, mais je pense que c'est aussi une question de culture aussi des collectivités locales. Je pense qu'il y a historiquement, en fait, et encore une fois, à l'inverse des pays anglo-saxons, voire allemands, encore une fois, parce que les Allemands sont aussi très en avance par rapport à nous, c'est que nous, la France a toujours aussi attendu des collectivités quelque chose. Ces pays-là n'ont pas attendu que les collectivités leur apportent quelque chose. C'est des présidents de clubs qui ont travaillé avec leur argent, qui ont investi des millions avec leur argent et qui ont développé des systèmes en parallèle de tout ce qu'on évoque, qui ont permis d'avoir cette autonomie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si Bernard Serin rachète le stade, il décide de faire ce qu'il veut dans son stade. C'est ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, c'est ce que fait aujourd'hui, dès qu'il y a eu un stade qui s'est privatisé, c'est parce qu'il y a eu une volonté des dirigeants de se rendre autonomes. Et quelque part, la relation au service public, elle est propre, elle est de tous les jours, parce qu'on a besoin d'avoir une relation qui soit saine et qui soit entière. Par contre, c'est le fait d'être autonome de ses propres choix et de ses propres décisions qui développe justement le principe de cette fan expérience et de notre marketing sportif, où on va identifier des couleurs. Là, le stade, comme on est ici, il est charté, mais il est charté parce que ils l'ont décidé et c'est propre à eux. Comme quand le Moselle Open prend les arènes aujourd'hui, ils chartent parce que à ce moment-là, les arènes leur appartiennent. Donc, ils en font ce qu'ils veulent et c'est ce qui est important pour nous, en fait, pour développer nos produits. Nos produits, il faut que les gens puissent s'identifier à des couleurs. On dit toujours, l'FCMS, c'est grenat, mais handball, c'est jaune. On a des couleurs, on a des valeurs. Et ça, c'est aujourd'hui, la partie institutionnelle est une partie prenante de nos activités, mais la partie privée doit devenir de plus en plus importante. Justement, le Moselle Open, qui est l'événement phare de notre région, moi je dirais même de la région,
quelles sont les actions qui sont menées chaque année justement pour renouveler l'offre, renouveler aussi parce que bon, je travaille aussi indirectement pour le Moselle Open, donc je vois tout ce qui est mis en place chaque année. Ce renouveau, comment en fait vous mettez en place ces nouvelles idées et quelles sont les contraintes du quotidien au final pour une semaine? Alors c'est vrai que Moselle Open, contrairement à Metz Handball ou le FC Metz, nous on est là une semaine dans l'année, donc c'est déjà c'est déjà la grande différence avec on n'est pas un club, donc nous, on n'a pas une équipe derrière nous, on est un événement sportif qui accueillons du coup plein de sportifs du monde entier, donc déjà il y a cette différence là. Qui est importante. Nous, on ne peut pas autant surfer sur des couleurs propres au Moselle Open, etc. Donc, du coup, on en a décidé d'en faire une force et c'est de se dire que, du coup, tous les ans, on va avoir une thématique forte. On va avoir une idée, des couleurs qu'on aura envie de développer. On a notre affiche qui sort, c'est un petit peu l'élément visuel fort du Moselle Open. Et derrière va découler donc tout l'aménagement, la scénarisation et l'aménagement. Chez nous, au Moselle Open, en tout cas, c'est un gros point fort, que ça soit le village des partenaires, le grand public. Donc c'est vraiment l'aménagement est important. Et je parlais de scénarisation parce que aussi la scénarisation, nous, c'est sur le court central. Depuis déjà de nombreuses années, on met en place un vrai show et un vrai spectacle. Souvent, on nous dit que c'est un peu le spectacle dans le spectacle, mais c'est l'entrée des joueurs. C'est toujours un point fort aussi sur lequel on essaye d'avoir des moments forts comme ça dans l'événement parce que déjà, on est là qu'une semaine, donc on a besoin de donner beaucoup du coup à notre public, que ce soit le grand public, les partenaires, etc. Mais ils ont besoin de spectacles. Donc c'est vrai que du coup, l'entrée des joueurs qui a un vrai son et lumière, clairement, qu'on développe d'année en année avec tous nos partenaires. L'aménagement du village, partenaire, comme je l'ai dit, on essaye toujours de monter en qualité d'année en année pour avoir cet effet waouh aussi. Je pense que c'est important. Je pense que le public ou les partenaires, les choses qui sont importantes, effectivement, c'est d'avoir une appartenance, comme vous l'avez dit, mais c'est plus compliqué pour un événement. Donc c'est effectivement essayer de créer de l'émotion. Je pense que c'est vrai qu'on n'en a pas encore trop parlé maintenant, mais je pense que ce qui est important aussi pour tous nos publics, c'est vraiment créer de l'émotion, c'est d'avoir cet effet waouh quand on rentre dans un espace, dans un stade, dans une enceinte sportive. Et c'est essayer de leur apporter des émotions positives à travers des spectacles. Mais Greg et Bertrand, cet effet waouh, est-ce qu'il n'est pas plus complexe pour vous qui avait une trentaine de matchs, enfin une vingtaine de matchs à domicile, c'est bien ça à peu près, une vingtaine de matchs à domicile. Comment en fait, combien à peu près? Dans moins une vingtaine, oui, mais un peu plus, ça dépend. Nous, ça dépend un peu des résultats aussi et des matchs de Coupe d'Europe, quoi. Est-ce que c'est pas plus complexe au final d'avoir cet effet waouh à chaque fois? Je sais pas si c'est plus complexe. Après, bien évidemment, l'affiche aide à gérer cette complexité. Nous, on joue la Coupe d'Europe, on joue le championnat. On voit une réelle différence quand on est en Coupe d'Europe et quand on est en championnat. En championnat, il y a certaines affiches qui attirent aussi du public. Puis il y a d'autres affiches, ça fait moins rêver. Il faut être aussi cohérent par rapport à ça et honnête par rapport au sujet. Mais après, à nous d'être inventifs, de se coller un petit peu à l'affiche. Donc nous, on a imaginé avec l'équipe des matchs là qui arrivent où on va scénariser, thématiser en fait le match en fonction de l'adversaire qu'on reçoit. Pour proposer une expérience client en fonction, on joue une équipe du Sud, on joue une équipe du Nord, on va un peu faire des choses un peu funky, de telle sorte à ce que les gens se disent, tiens, c'est bien, mais j'ai envie d'aller le voir parce que, outre le résultat, qui sera acquis ou pas acquis, ça reste du sport, donc à chacun de faire son taf. Mais en tout cas, on leur donne envie de venir et de revenir, en fait. Après, c'est pas toujours très simple, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport-là et ce métier-là. C'est qu'on n'a pas, tous autant qu'on est là tous les trois, nos journées sont jamais les mêmes et nos matchs sont jamais les mêmes, en tout cas. Parce qu'on aura beau avoir déjà tout prévu. Forcément, il y a un truc qui va pas se passer comme prévu. Et on aura essayé de faire le meilleur de nous-mêmes pour que les gens soient contents. Et on aura toujours quelqu'un qui va essayer de nous dire mais moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Alors ça fait partie de la vie de tout à chacun. Mais je pense encore plus quand on est dans nos métiers parce qu'on est dans du sport spectacle. Et les gens, quand ils viennent voir un spectacle, il y a le côté sportif qui ne nous regarde pas, parce que ça c'est le métier des coachs. Par contre, tout ce qui se passe autour, forcément, l'un comme l'autre, on prendra ou les louanges ou les tirs qui iront en face, mais ça fait partie aussi du jeu, quoi. Et quelles sont les actions que vous avez menées, je m'adresse à Bertrand, que vous avez menées et qui ont apporté le plus de retour sur investissement, de fameux ROI, par rapport justement à une action. Parfois, il y a peut-être même une action qui vous a surprise, de sorte où le retour sur investissement a été beaucoup plus important
que ce qui était prévu? Est-ce qu'il y en a une qui a été identifiée? C'est compliqué de dire s'il y a une ou deux opérations. Nous, c'est très récent. On a une nouvelle tribune depuis 1 an et demi, avec un confort d'accueil qui n'est pas égalé, je pense, ici. On est dans la loge émotion aujourd'hui. De pouvoir proposer des produits comme ça, des coulisses, une expérience à un client, c'est juste fantastique. Donc, en retour sur investissement et le côté marquant des choses, c'est des produits de ce type-là. Après, nous, on essaye toujours d'avoir un confort, de l'accueil. Maintenant aussi, on parlait tout à l'heure de show, de spectacle. Maintenant, cette tribune-là et les travaux qu'on a pu faire avec les LED sur les 4 frontons des tribunes, le show lumineux, la fan zone qu'on essaye de développer petit à petit, parce que ça y est, il n'y a plus trop de travaux derrière la tribune ouest, donc on essaye de faire des choses avant chaque match, des animations, des jeux à la mi-temps, et puis après, c'est le confort dans nos espaces VIP. On a un spectacle, mine de rien, pour nos partenaires chaque match. Chaque match, c'est différent. Pour notre grand public, on essaye toujours aussi de leur proposer des choses. Donc voilà, les choses sur retour sur investissement, on n'a pas révolutionné. J'ai pas un produit ou deux à vous donner aujourd'hui, mais par contre, voilà, c'est toujours dans le confort, dans l'accueil et vraiment les coulisses, l'expérience, l'émotion. C'est les 3 temps forts qu'on a en ce moment. On ne parle pas à notre clientèle, tant partenaire B2B que B2C, de la même façon qu'on leur parlait il y a 10 ans, et heureusement. Et ça passe vraiment par les conditions d'accueil, par des produits écoutez, segmentarisés. Je parle même pas pour le public, pour le grand public. On est passé de 3 ou 4 catégories dans un stade de 25 000 personnes à peut-être 12, 13, 14 aujourd'hui. Parce qu'à chacun, on veut répondre à nos clients, aux attentes de nos clients. Tout le monde n'a pas les mêmes. Quand on reçoit 300 à 400 000 personnes par an sur 19 matchs, c'est notre cas. Donc, 15 ou 20 000 personnes par match. Forcément, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Donc, on essaye à chaque fois de trouver des petits avantages. Soit c'est le confort, soit c'est l'inside, soit c'est l'ambiance, soit c'est le public famille. Ça, c'est voilà. Et donc, on a sectorisé comme ça 14, 15, toujours pour un lien d'appartenance. Et puis, en plus, faire partie un petit peu de ces segments-là. C'est pas j'ai une tribune de 3 000, 4 000, je m'identifie pas à la personne qui est à côté de moi, elle n'a pas les mêmes intérêts que moi. Non, en segmentarisant, on arrive à avoir des personnes qui se retrouvent, qui ont choisi cette place parce qu'il y avait cet avantage, parce qu'il y avait cet inside, et donc finalement il y a ce lien d'appartenance après qui vient et qui permet de faire que c'est gagné. Voilà. Donc en tout cas on essaye toujours d'être à l'écoute de ces gens. Ça tombe bien. J'interromps. Bertrand, tu peux rapprocher un tout petit peu ton micro? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ça, juste rapprocher le tout comme ça. Ouais, okay. Un peu plus. Justement, ce fameux CRM. Selon moi, l'innovation, la grande innovation ou le grand chamboulement qu'il y a eu dans le marketing, ça a été de connaître sa cible, son client. Et ce fameux CRM, donc, qui permet justement d'avoir une étude plus approfondie de son supporter, donc de son client potentiel. Vous, c'est quelque chose que vous exploitez principalement tous les jours ou de manière récente? C'est une question à peu près similaire. Alors, nous, c'est récent dans le sens où on a changé, là, au mois de juin, notre outil billetterie, boutique, et on a intégré une CRM. Bon, c'était une des volontés assez fortes quand je suis arrivé. C'est que j'ai découvert des outils qui étaient au club. Ils étaient ce qu'ils étaient, ils étaient là, mais ce qui ne nous permettait pas de travailler auprès de notre clientèle B2B et B2C. Donc, on a changé d'outil à l'intersaison. Et aujourd'hui, oui, on a une vraie vision globale de ce que peut être l'expérience fan, donc, et qui va nous permettre de travailler des tranches d'âge. On sait si les gens ils sont venus, on sait s'ils ne sont pas venus, on est capable de communiquer avec eux de façon individuelle, très personnelle. Voilà, on a commencé à exploiter un peu les différents supports. On l'a vu contre le match de Győr, nous, qui a été le match phare de cette saison, où on a relancé l'ensemble de la clientèle B2C derrière, en les nommant par leur prénom, en les invitant. On sait s'ils consomment à la boutique, on sait s'ils consomment au bar. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui pour un club. Et tous ces clubs qui se développent passe par cet outil-là. Aujourd'hui, c'est l'outil fondamental et c'est même la base et c'est le cœur du moteur. Si on n'a pas l'information, c'est difficile de pouvoir la travailler. Donc, d'abord, on a l'information et après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, nous, ça a été un réel changement et on commence à voir le travail qui est en train d'en ressortir. On vient de sortir de 2 salles pleines parce qu'on a cet outil-là qui nous permet de communiquer avec les gens. On a un objectif de rajeunissement de la cible qui était aussi important chez nous, qui est en train de se faire parce que on est capable de travailler et de communiquer avec les gens de façon beaucoup plus simple. Les réseaux sociaux, c'est fondamental. La façon dont les gens peuvent se connecter. Il y a un SSO où, en fait, quand on est connecté, login, mot de passe, on tombe sur un seul et même outil. Ça aide au développement de nos structures, ça aide au développement du marketing. Pour nous, en tout cas, ça a été un élément très, très important.
Nous, c'est le gros chantier de cette année, pour tout vous dire, parce que Moselle J'allais Open revenir. n'est toujours pas doté de CRM. Alors voilà, comme on dit, tout le monde a ses outils en interne, fait un petit peu comme il peut. Voilà, même si Bertrand l'a bien dit quand il parlait de catégorisation, etc. C'est vrai que nous, on se rend compte que de toute façon, le sur-mesure, c'est les prestations sur mesure. Exactement. Nous, voilà, c'est vrai qu'au Moselle Open, c'est le cas dans plein d'autres, je pense, mais on n'a pas deux partenaires de toute façon qui ont la même prestation. C'est impossible parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, chacun a des attentes différentes, comme l'a dit Bertrand. On est obligé, nous, d'y répondre au mieux. Donc derrière, on est obligé d'adapter. Tout le monde a sa plaquette commerciale, son catalogue. On est tous, ça on a, mais on sait très bien que quand on va voir quelqu'un, quand on va voir que ce soit un partenaire fidèle depuis des années ou un prospect, on est obligé de faire du sur-mesure. Et en tout cas, moi, je sais que c'est ça qui me plaît dans ce métier. C'est que, voilà, on fait jamais la même chose. On est toujours là à créer, avec son partenaire, justement, parce qu'on le voit bien dans le sport, on ne parle pas de clients, on parle surtout de partenaires, parce que nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Parce que du coup, on crée avec eux et on met en place justement des partenariats gagnants-gagnants, que ce soit pour un club ou pour un événement comme le Moselle Open. Mais en tout cas, oui, voilà, ça c'est un bon chantier pour le Moselle Open cette année, c'est de se doter d'un CRM pour aller encore plus loin justement dans cette expérience client. C'est marrant parce que ça peut paraître contradictoire. Parce que le CRM, pour le Moselle Open, on pourrait croire que ça a été mis en place depuis une dizaine d'années. Alors que justement, les mentalités, elles changent au fur et à mesure. Toi, tu l'expliques par justement une prise de conscience tardive ou tout simplement se dire, nous, en interne, on travaille, on a une manière de travailler, on récolte les informations, mais finalement, l'exploitation n'est pas à 100%. C'est bien ça que tu es en train de dire. Voilà, c'est exactement ça. Donc effectivement, on a une manière de travailler. Après, on a la chance d'avoir une équipe qui est là depuis des années. Il faut dire, qui est présente depuis des années. Moi, voilà, pour la petite histoire, ça fait que 4 ans seulement que je suis à ce poste au niveau commercial au Moselle Open. Mais depuis 2011, moi, je posais des congés pour venir travailler pour le Moselle Open. Donc, je veux dire, les partenaires, les partenaires, je les connais depuis des années. On a la chance, comme on l'a dit, d'avoir de faire beaucoup de sur-mesure et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'on a un taux de renouvellement de partenaires qui est extraordinaire au Moselle Open. Donc voilà, je pense que c'est effectivement, on a une autre manière de travailler, on est très proches, on les connaît depuis des années pour la plupart et on est une équipe qui est ancienne, faut dire ce qui est. Depuis des années, on a une petite équipe qui est présente depuis des années, je pense que ça aide aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on se dit qu'effectivement, pour aller encore plus loin, on a besoin effectivement maintenant de se doter d'outils, qui existent aujourd'hui et qui sont devenus indispensables pour proposer encore plus. Moi, j'irais plus loin que les outils aussi. C'est la relation qu'il y a autour des gens de la table, qui sont autour de la table. Je pense que c'est aussi important. Je ne suis pas là, moi, depuis très longtemps, mais en tout cas, depuis 2 ans et demi que je suis là, ça a été super important que le Moselle Open, SMS et MS Handball se parlent et travaillent en bonne intelligence. Nous, ça a démarré avec l'année dernière, quand on a fait la présentation de nos équipes aussi de façon commune dans cette nouvelle tribune, parce qu'il y avait aussi une volonté de nos présidents de travailler en bonne intelligence. Cette année, nous, malgré tout ce que les gens veulent bien dire, on a travaillé en bonne intelligence avec le Moselle Open pour être aussi présent sur le Moselle Open. Et ça, c'est aussi important, c'est que les 3 événements phares, on va dire, ou 3 produits sportifs phares de la région se parlent, s'entendent et travaillent. On n'est pas concurrents. On a des partenaires communs. Quelqu'un qui veut avoir une expérience sur une semaine au tennis, il ira au tennis. Quelqu'un qui aime le foot, et parce que c'est un sport populaire, et le FCMS, il y a un ancrage territorial important, il ira au FCMS. Par contre, quelqu'un qui veut vivre une expérience différente dans une salle d'intérieur, il viendra au MS Handball. Et ça, c'est aussi très, très important. C'est que tous les 3, on se parle. On a parlé d'outils CRM, etc. Avec Bertrand l'année dernière. On en a parlé clairement ensemble. Le jour de la présentation des équipes. De la présentation, je me rappelle très bien. Parce que nous, c'était un sujet qui était déjà un peu dans les tuyaux. Et on a travaillé. Et en fait, on a présenté les gens à qui on a, nous, développé le produit. On les a présentés. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, on essaye de tirer tous dans le même sens, parce que c'est dans l'intérêt de nos structures et puis de l'environnement local, Et c'est très intéressant. Tu as spoilé ma prochaine question. Justement, on se rend compte que dans une ville comme Metz, qui n'est pas non plus très grande, vous travaillez ensemble. On va dire que c'est rare. C'est quand même très, très rare. Il faut quand même l'avancer que 3 sports phares d'une même ville travaillent main dans la main. Je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas... on n'est pas concurrents. Il faut que les gens vraiment ils comprennent ça. C'est qu'on parle d'expérience depuis le début, on parle de marketing et on vient chercher 3 expériences différentes dans 3 structures différentes. Ça, c'est important. Demain, alors aujourd'hui, on aurait peut-être d'autres sports d'intérieur qui travailleraient. J'aurais peut-être pas ce type de discours-là. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas là.
Et donc, ce qui permet de faire Metz, c'est un village. Faut pas se leurrer. Bon, après, je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est une question d'hommes et de femmes. Exactement. Aussi, avant Je vais tout. revenir, ouais. Parce que je pense qu'effectivement, depuis des années, même si Metz Handball cohabitait avec le FC Metz avec Moselle Open, et Metz Handball, Moselle Open, difficilement, parce qu'on leur pique la salle, faut dire ce qui est. On va en parler, non? Donc, je Ça sais se termine dans combien de temps? Ouais. Là, je vais partir dans pas longtemps. C'est difficile pour eux. Non, mais voilà, c'est vrai, on en a parlé de tout ça, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi une question d'hommes et de femmes qui ont fait que, les rapprochements, on a discuté les uns avec les autres. Les directeurs, moi, le directeur du tournoi, Julien Bouter aussi, a beaucoup contribué à tout ça. Enfin, c'est aussi des équipes, que ce soit dans nos 3 institutions. Je pense que les équipes ont su travailler ensemble. Et puis, et en tout cas, je pense que c'est depuis FCMS, ça fait déjà 2 ans qu'on met en place ce partenariat. Exact. Donc, eux viennent au Moselle Open. Nous, on vient régulièrement aussi au FCMS. Et là, on a développé depuis cette année avec Metz Handball. Donc, en tout cas, pour nous, c'est vraiment que du positif. Et encore plus pour le Moselle Open. Enfin, je pense que pour vous aussi. Mais nous, le Moselle Open, on n'est là qu'une semaine dans l'année. Donc c'est vrai que nos partenaires, même si je vais les voir régulièrement, je vais faire des débriefings, je vais les voir toute l'année régulièrement, je veux dire, on n'avait pas vraiment de moment avec eux, alors que du coup, d'avoir créé ces partenariats, en tout cas avec Metz Handball et FC Metz, ça me permet en tout cas d'inviter mes partenaires, de partager des moments en dehors du Moselle Open, et et je pense que ça renforce encore plus Génial. les liens avec Génial. les partenaires, donc c'est hyper important. Génial. Une question. Si vous avez une qualité à prendre de l'autre club ou de l'événement, de l'autre événement, qu'est-ce que vous prendriez chez l'un ou chez l'autre? Moi, quand j'ai pris mon poste, moi, ça fait une dizaine d'années que j'étais au FC Metz et je connais bien les 2 entités, puisque pour avoir travaillé aux arènes et donc avoir reçu le Metz Handball pendant des années et pour avoir été dans l'équipe commerciale du Moselle Open pendant pour ça qu'il aussi lui répond en quelques premier. années, je peux vous dire que je connais bien les 2 autres entités et celle du FC Metz, bien évidemment. Je pense qu'il y a des qualités, bien évidemment, à prendre partout. Le côté, justement, chaud d'une semaine, côté spectacle, côté... je pense que par rapport au FC Metz et à Metz Handball, par rapport... ce que le Moselle Open a créé à l'époque, en termes de réceptifs, en termes de show, c'était les précurseurs sur Metz, parce que forcément, on n'avait pas forcément les mêmes outils. Et puis, mettre tous ces moyens sur une semaine, ou les mettre 30 fois ou 20 fois dans un stade, c'est pas les mêmes coûts aussi. Il y a le côté financier, mais en tout cas, il y a le côté show du tennis, le côté partenaire, mais aussi grand public, avec les shows à l'entrée des joueurs, etc. Forcément, c'est du bon à prendre. Alors, c'est une vraie qualité, c'est ça. Et puis ce Metz Handball, que dire sur le Metz Handball? Je veux dire, c'est historique. C'est historique à Metz. Avoir autant de personnes sur le sport féminin comme ça, c'est presque des précurseurs. Je suis toujours épaté de voir ce taux de remplissage. Moi, j'ai la chance de pouvoir y aller régulièrement et je sais que je reçois Amandine et Greg régulièrement ici aussi. Mais moi, dès que je vais là-bas, je passe un très bon moment. Ils travaillent de mieux en mieux. Greg, c'est pas pour te jeter tes fleurs, mais tu l'as dit tout à l'heure en préambule, ce que vous faites, ce que vous avez fait avec la scénarisation des joueuses, ce que vous faites, le sport féminin se professionnalise de plus en plus, certes, mais vous en êtes presque des précurseurs, je crois. Et pour ça, félicitations. Merci. C'est toi le mot de la fin, Greg? Moi, le mot de la fin. Oula, Non, qu'est-ce que tu prendrais chez l'un et chez l'autre? Moi, au Moselle Open, je prends toutes les installations. C'est trop bien ce qu'ils mettent en place quand ils sont là pendant une semaine, sauf qu'ils démontent tout à la fin, et ça, c'est pénible. Donc, s'ils pouvaient laisser tout ce qu'ils mettaient à l'extérieur, etc., je veux bien. On peut négocier, Greg, si tu veux. Bon, écoute, j'irai voir mon président, et moi, je suis d'accord. En fait, tout ce qui est dans la grande salle, vous lotez pour qu'on puisse mettre notre terrain, mais par contre, tout ce qu'ils mettent à l'extérieur, c'est exceptionnel, parce que nous, dans le côté réceptif, quand on voit aujourd'hui tout ce que ça demande, et quand on voit les moyens qu'ils y déploient et ce qu'ils font, c'est génial. Mais comme disait Bertrand, c'est vrai que quand on se concentre une semaine, et nous, entre les notions de montage, démontage, c'est pas possible. En tout cas, la vision qu'ils ont de cette semaine, elle est quand même exceptionnelle, et ça, c'est des choses qui pour nous sont géniales. Et du côté FCMS, c'est l'investissement, d'avoir cette volonté de pouvoir continuer à poser, on va dire, la croix de Lorraine au bon endroit, parce que je pense que c'est pas simple de travailler quand on est dans un club où sportivement les résultats sont pas toujours ce que les gens attendent. Et là, je fais un peu le parallèle, parce que quand on a Metz Handball, quand on est 24 fois champion de France en 30 ans, ça aide aussi. Il faut pas se leurrer que les résultats sportifs, ça aide. Quand on est à Metz, ils ont subi plusieurs tempêtes ces dernières années, et réussir à continuer à fidéliser des partenaires, continuer à investir dans un outil aujourd'hui, avoir une volonté d'un président qui est là et qui fait que il demande à ses équipes de continuer à croire
au projet, ça doit pas. Voilà, c'est facile à dire quand on est devant un micro, mais au quotidien, je pense que voilà, prendre la foudre, c'est pas toujours agréable et il continue à le faire et le FCMS sera toujours là et c'est bien pour l'ensemble du sport lorrain et messin, voire du Grand Est. Il faut que le FCMS soit le plus haut possible. C'est le moteur. Aujourd'hui, le moteur, c'est le foot. Donc il faut que le foot soit le plus haut possible. Waouh, Ça révélation. fera du bien. Non, mais Non, mais c'est bien que tu le c'est dises. super important. Aujourd'hui, nous, on est malheureusement qu'un sport féminin. Ouais. Et Vous le faites bien. mais par contre, voilà, les gens, ce qui viennent voir, c'est ça, quoi, en fait. Donc, plus ils avanceront, plus on avancera avec eux, quoi. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça, on revient tout à l'heure à se dire que peut-être par le passé, c'est peut-être une question d'homme ou pas, mais en tout cas, voilà, depuis que Greg et Amandine sont là, on se parle régulièrement, on essaye d'avancer tous ensemble, on le prouve aux collectivités, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est important aussi de voir qu'on n'est pas en frontal, mais qu'on travaille ensemble, main dans la main. Et puis pour la plupart de nos partenaires, parce que nos partenaires, faut pas se leurrer, hein, ils sont aux 3 pour la plupart d'entre eux. Et ils se parlent. Et ils se parlent. Et donc voilà, c'est de grandir ensemble, c'est d'avancer. Alors oui, le foot, c'est un élément moteur. Oui, je remercierai jamais assez le président de nous avoir doté d'un outil de ce calibre, parce que c'est juste extraordinaire de travailler dans ces conditions-là, avec un outil pareil. Voilà, les loges émotions, je crois que c'est quand même sympa à vendre. Hein. Avant, on n'avait pas ça. La tribune sud, elle est splendide. T'étais pas trop loin, en fait. T'étais pas trop loin. Ouais. On essayait, mais en tout cas, c'est quand même bien d'avoir cet outil-là. Et donc voilà, on va travailler, on va continuer à travailler ensemble et on va continuer à essayer de développer le sport messin et pour le grand public comme pour les partenaires. Génial. Si je récapitule, hein, c'est du spectacle, de l'émotion et surtout du sur-mesure pour ses partenaires. Je reprends le mot que tu as dit. Même le grand public. Et le grand public. Je suis désolé. Et le grand public, parce que c'est quand même... Les fans, les supporters, c'est important. C'est aussi un élément important, quoi. Et un grand kiff, surtout. Ouais. Mais je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce podcast. C'était vraiment génial. On a appris beaucoup de choses. Merci. Et puis, vive Metz. Merci pour l'invitation. Merci. That was the media event presented by Cumber Sports. Thank you for listening.